de ce que nous sommes dans l'association de protection de la nature et de l'environnement. On mène des actions juridiques. Les actions juridiques sont menées dans l'esprit. Les actions juridiques sont menées dans l'esprit de faire respecter le droit en France. On est dans un pays démocratique et on subit des pressions diverses et variées, parfois politiques, mais aussi des menaces, des lettres d'insultes voire au-delà. Je pourrais vous citer, si j'avais le temps, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône. On a des cas où on est mis en cause parce que nous défendons, nous sommes porteurs d'une défense de l'environnement, de la nature, et ça nous est reproché par tout un panel de personnes. Ce que je voudrais dire, pour aller très vite et conclure, c'est que nous, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est que soit mesuré l'apport économique de nos propositions. Nous sommes, c'est peut-être prétentieux de dire ça, nous avons la prétention de regarder à long terme, et on est dans un modèle économique qui est totalement à bout de souffle, qui est totalement périmé, et qui continue à regarder son résultat au mois par mois. Et donc, je crois que sur la question de changer le modèle économique, les associations, dans le domaine de l'environnement, peut-être FNE et ses multiples associations, mais aussi les autres sur leur objet, je pense que nous avons beaucoup à apporter et que l'ensemble de la société a un intérêt économique à ce que ces choses-là soient modifiées dans le sens que nous proposons. Merci, monsieur. Madame. Je suis Jeanne Guillaume, je représente la ville de l'enseignement aux Bouches-du-Rhône. Bien sûr, je souscris à tout ce qui vient d'être dit par rapport au problème de trésorerie, par rapport à l'engagement du bénévolat. Et puis, précédemment, on a parlé beaucoup de transversalité. Et je pense qu'il y a un point qui n'a pas été abordé là, c'est le domaine de l'éducation. Nous sommes un mouvement complémentaire de l'école et effectivement, je pense qu'on n'a pas trop, peut-être c'était sous-jacent à toutes les interventions qui ont eu lieu. Nous faisons partie d'un collectif qui est le collectif des associations partenaires de l'école. Certains sont ici présents ce soir. Et ce collectif œuvre évidemment autour de l'école et nous avons beaucoup de mal à être reconnus. Auprès des instances, par exemple, éducatives, auprès de l'ESP, par exemple, pour ne citer quelques exemples. Donc, voilà, je pense que cette transversalité, il faut qu'elle aille aussi jusqu'au niveau de l'éducation nationale, de façon à ce que ces mouvements complémentaires de l'école, comme nous l'affirmons chaque fois que nous rencontrons les représentants de l'éducation nationale, nous œuvrons dans la complémentarité et non dans le remplacement, bien entendu, d'enseignants ou autres, pour apporter effectivement ces valeurs que porte l'éducation populaire. Donc c'est le premier point que je voulais évoquer. Mais au-delà de l'éducation nationale en général, je voulais dire aussi toutes les actions qu'on doit mener auprès des jeunes pour leur question d'engagement. Par exemple, nous développons les associations, les juniors associations, qui sont pour ces jeunes gens et jeunes filles un pas vers l'engagement associatif et dont nous avons bien besoin pour le renouvellement dont certains ont parlé ici. Un autre point que je voulais évoquer, je pense qu'il a été dit, mais rapidement, c'est le côté intergénérationnel de nos actions, qui retrouve évidemment le côté éducatif. Ça, c'était le premier point que je voulais évoquer. Par ailleurs, vous avez dit tout à l'heure le regroupement de... Je suis aussi responsable d'une toute petite association de quartier. Et je ne sais pas si les adhérents de cette association se reconnaîtraient dans tout le vocabulaire qui a été évoqué là ce soir. Donc cette complexité dans le vocabulaire utilisé, sans doute faudrait-il le simplifier. Et vous avez dit tout à l'heure que certaines associations devraient se regrouper. Et justement, il existe des fédérations d'associations. Or, donnons à ces fédérations la possibilité de jouer ce rôle d'aider les plus petites associations. Et justement, nous regrettons, par exemple, dans la fédération que je représente, qu'il n'y ait plus de subventions accordées pour le rôle fédératif. Et donc, nous sommes obligés, si on veut jouer notre rôle fédératif, d'utiliser nos fonds propres qui viennent de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, pour jouer ce rôle fédératif, nous avons aussi besoin de moyens. Merci, madame. Monsieur.
rapide, j'habite de l'image. Monsieur le ministre, chers collègues, je représente Planète Science. Planète Science, dont l'un de nos clés est l'éducation populaire, ça a été cité à plusieurs reprises. Les activités principales, juste pour vous donner un petit peu les thématiques, là où on intervient sur l'éducation, justement, l'éducation en environnement et développement durable, les séjours scientifiques, les formations BAFA de PGEPS, et j'en passe, hein, comme classe et découverte qui a été déjà dit, en fait, soutien scolaire et autres. Et moi-même, je suis Dave Lundman, je suis enseignant-chercheur, professeur à l'université dans le domaine de physique et nanotechnologie. Donc rien à voir avec toutes les thématiques que je viens de vous citer. Je suis bénévole, bon c'était ma deuxième question, ça a déjà été posé, je la poserai plus justement, un statut de bénévole. Je passe tout de même en plus de mon temps, enseignant-chercheur, environ 10 heures par semaine, dans cette association, depuis une quinzaine d'années, et donc je le fais bénévolement. Ceci dit, je viendrai directement au cœur du sujet, crise actuelle, c'est-à-dire la santé des associations. En 2016, on a failli fermer la boutique, on a failli fermer justement l'association. Je suis arrivé au tribunal de grande instance, nous sommes arrivés parce que j'étais accompagné de notre directrice. On n'a plus de directrice parce qu'on n'a plus les moyens, contrairement à mes amis de l'Ouest, nous on a une perte assez drastique, assez importante des salariés. On était une vingtaine de salariés, actuellement on n'est plus 5 demi. Que se passe-t-il? Alors, quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait 32 associations dans l'après-midi qui étaient dans exactement le même cas que nous. Les subventions baissent de plus en plus, les collectivités territoriales, drastiquement, et donc les plans de sauvegarde, les procédures de sauvegarde, des fermetures justement des associations. Il n'y avait que des petites associations. Donc que fait-on? Et pourtant, nous faisons un travail qui devait être pris en charge, justement, c'est pris en charge par d'autres moyens, par l'État, c'est-à-dire par les collectivités territoriales. J'ai une culture britannique, cela se fait justement par les mairies et les collectivités territoriales du quartier, savoir dans le domaine périscolaire, extrascolaire, l'éducation populaire, comme je viens de citer, dans les quartiers défavorisés, la culture scientifique, justement, la culture scientifique et culture générale. Nous avions justement un plan pluriannuel de l'État qui baisse, qui est complètement, pratiquement inexistant, que de miettes actuellement. Donc, j'avais dit que je vais être rapide, je termine justement par deux questions, la première étant déjà posée. Quelle est la politique prévue pour sauvegarder? Je parle bien de sauvegarder parce qu'on sort très difficilement d'un plan de sauvegarde, ces associations qui viennent à l'aide de l'État, de la société, aussi, on avait, pour les salariés perdus, d'une vingtaine, on est arrivé aujourd'hui à 5,5 salariés, on avait l'avantage et la possibilité de travailler avec les contrats aidés qu'on n'a plus. C'était mes deux questions, et j'aimerais bien avoir, je suis venu ici, pour avoir une réponse, comme c'est marqué en gros ici. Mais je ne pense pas que je vais l'avoir ce soir. Merci, monsieur. Bonsoir, Jean-Marc Timon David, je suis secrétaire général de la fédération Plus Avenir le Patronage. Les patronages sont nés à Marseille au 19e siècle, je ne vais pas vous la faire longue, mais l'idée c'est de créer aujourd'hui, nous recréons des lieux où les gens peuvent se retrouver pour créer du lien social, venir en aide aux enfants sur le plan de l'aide aux devoirs, leur apporter des activités sur le plan culturel, intellectuel, et créer du lien social et intergénérationnel pour permettre aux personnes qui aujourd'hui s'isolent sur le plan informatique de pouvoir trouver de l'aide aussi avec les jeunes. C'est les anciens qui viennent à l'aide des plus jeunes en leur apportant des valeurs, en transmettant des valeurs, et les plus jeunes qui aident les anciens à accéder au tissu informatique. Aujourd'hui, nous avons développé 13 patronages. Depuis 2015, la fédération est portée par M. Joseph Arakel, qui est un entrepreneur qui a une grosse vocation philanthropique. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que les patronages que l'on crée ont une grosse difficulté financière, et je ne vous cache rien en vous disant ça, pour pouvoir accompagner sur le plan, on va dire, obligataire,
par rapport à Jeunesse et Sport, par rapport au BAFA et l'idée que l'on a, de pouvoir aider les enfants à vivre et à se projeter dans leur avenir en leur donnant une espérance dans l'action qu'ils mènent chaque jour. Voilà. Donc permettre aux enfants de vivre demain avec une espérance et se projeter en évitant le décrochage scolaire et ne pas tomber dans le chômage des inemployables, pour nous, c'est une Qu'est-ce qui vous manque, monsieur? Aujourd'hui, c'est du financement, clairement. On voudrait ne serait-ce que pouvoir avoir, le rescrit fiscal, alors que la fédération, l'administration des finances nous refuse un rescrit fiscal, alors que nous sommes une fédération, sous prétexte que nous n'avons pas d'emprise suffisante sur le terrain, alors qu'on fédère quand même, on va dire aujourd'hui, 1200 enfants qui vivent de notre action. Je trouve que c'est dommage. Merci, c'est noté. Monsieur. Bonsoir, merci de me donner la parole. Charles Trignan, je représente le comité départemental de voile du Var. Comité, c'est 22 000 licenciés, 3e fédération sportive dans le Var, 57 clubs, 20 écoles françaises de voile, même sur les plans d'eau intérieurs. Le budget, les revenus nets hors subvention du comité départemental s'élève à moins de 10 000 euros. Donc là, je suis chargé avec ça de faire l'animation de ces clubs et des jeunes qui participent aux championnats départementaux, etc. Et je ne vais pas faire de misérabilisme. Parce que si je veux me développer, il faut que mes clubs puissent se développer. Et là, j'aurai le retour. Se développer comment? Par rapport à l'éducation nationale. Juste dans le primaire, tout fonctionne bien, tout va bien. Dès qu'on arrive au collège et au lycée, plus rien ne se passe. Quand on interroge les instances chargées du développement du sport, et notamment de la voile, dans l'académie de Toulon-Nice, l'académie de Nice, puisqu'il y a 2 académies dans la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors d'un côté, on nous dit ah non, mais la voile, ça ne sert à rien, on n'en veut pas, on a construit des murs d'escalade et vous n'utiliserez que ça. Donc on voit disparaître, il n'y a plus de capace voile, donc ça c'est terminé. Il faudrait quand même pouvoir le remettre. On a des clubs de proximité avec des collèges voiles notamment, et il y avait des lycées voiles, c'est en train de tout disparaître. Donc on n'a plus de jeunes qui rentrent qui viennent faire de la voile et qui accèdent à la voile par ce biais-là. Donc la base est complètement rompue. Il faudrait pouvoir rétablir ça. Ça, c'est déjà la première chose. À l'intérieur des terres, on peut pratiquer aussi la voile, une autre forme de voile, c'est la voile virtuelle. Il y a de grosses expériences, une belle expérience qui a été faite dans la RTI, à Varage, et les gamins étaient ravis. Donc voilà. Le tissu, moi je ne vais pas demander d'argent, mais ce que j'aimerais, c'est aussi que les jeunes que j'entraîne, parce que je suis entraîneur bénévole, président bénévole, juge-arbitre bénévole, ce que j'aimerais, c'est que les jeunes que j'entraîne, que j'emmène à régate, je ne sois pas obligé de les mettre sur le trottoir pour aller s'acheter un bateau qui coûte 14 000 euros et qui puissent participer au championnat de France, voire alimenter les pôles espoirs par la suite. Merci monsieur, essayons d'être un peu plus bref si on veut que tout le monde puisse comme un gâteau, prendre la parole. Important, tout le monde en laisse pour les copains. Merci. Merci d'être le plus Monsieur. synthétique possible. Merci. Monsieur le ministre, bonsoir. Marc Pouzet, je suis membre de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et président du Conseil économique et social. Alors, j'entends tout le monde discuter et ce que je voudrais vous demander, c'est, vous avez l'âge d'être mon fils, c'est d'être extrêmement attentif à 2 ou 3 points que je voudrais souligner. Le gouvernement ne peut pas répondre à ce qui s'exprime aujourd'hui simplement par 2 ou 3 textes de loi. Nous sommes en train d'avoir une société qui explose parce que le modèle est à bout de souffle. Une société qui est basée sur la seule satisfaction de l'individu par l'argent, par construction, s'effondre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tous les gens qui sont là, ils représentent la société civile au sens large, et la société civile qui est engagée au service de l'autre. Et ce dont nous avons besoin,
c'est de mettre ça au cœur du dispositif. Alors, la référence d'un gouvernement, c'est le PIB. Moi, je vous propose de mettre en place un indice de satisfaction. C'est-à-dire d'avoir un moyen de mesurer comment la population est satisfaite du mode de vie dans son pays. Aujourd'hui, on est le pays qui dépensons le plus d'argent pour l'éducation. Nous sommes le pays qui dépensons le plus d'impôts, qui prélevons le plus d'impôts, et jamais on n'a vu autant de gens insatisfaits. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à modifier notre modèle. Alors les réponses, en principe, on dit « Ah non, on ne peut pas, on est dans un monde de la mondialisation, etc. » Il faut montrer des voies différentes. Il faut redonner de l'espérance. Eh bien, ce que tous ces gens font ici, c'est ça. Très souvent, ils redonnent de l'espérance à des gens qui sont en difficulté, à des gens qui sont en phase d'apprentissage. Alors le problème qu'ils soulèvent, derrière la ligne un peu philosophique que je voudrais essayer d'exprimer, il y a des problèmes concrets d'argent. Pourquoi il n'y a pas d'argent? L'argent, il y en a partout. Le problème, on ne considère pas que c'est stratégique pour le pays de donner de l'argent au mouvement associatif. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de politique. Et je vais vous donner 2 ou 3 exemples. On a mis en place des fondations. Bon, les fondations, quand vous regardez comment elles fonctionnent aujourd'hui, elles deviennent, de façon défiscalisée, l'outil de promotion des grandes et des petites entreprises d'ailleurs. C'est-à-dire que grâce à la défiscalisation, on peut faire glisser une partie de son budget de pub et on peut faire du soutien à des événements, etc. Eh bien, je pense qu'il faut exiger que lorsqu'une entreprise utilise une fondation, 50% des moyens doivent être consacrés au financement de tissu associatif territorial. C'est un moyen facile d'avoir de l'argent. Il y a un deuxième exemple qui est un peu plus technique, je le reconnais. Toutes les entreprises, et plus elles sont grosses, plus elles le font des provisions en fin d'année pour permettre de prévoir un coup dur, une créance douteuse et litigieuse. Et l'année d'après, s'il n'y a pas eu besoin de ces provisions, on les réintègre. Ce qui veut dire que l'entreprise, elle les a passées dans ses comptes, et donc quand elle réintègre, c'est que du bénéfice, entre guillemets. Eh bien, moi, je propose que la réintégration des provisions permette de générer 10% qui seraient mis au service du tissu associatif du territoire. C'est des choses simples, concrètes, qui ne coûtent rien à l'État et qui permettent de nourrir un ensemble de terrain. Et ensuite, vous avez dit dans vos avant-propos, « Ah, le territoire des Bouches-du-Rhône, c'est bien, il y a un grand milieu associatif. » Et c'est parce qu'il y a beaucoup de misère. Plus un territoire est pauvre, plus il est en difficulté, plus il faut que ce soit la société civile qui prenne le relais des pouvoirs publics qui ne sont pas présents. Moi, je m'occupe beaucoup de l'école de la deuxième chance. Est-ce que vous trouvez normal qu'il faille payer l'école de la deuxième chance pour permettre à des jeunes qui sont en situation d'échec de revenir dans le monde du travail alors que nous avons le premier budget de l'école au monde? Enfin, ça mérite quand même qu'on s'interpelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre école ne réintègre pas nos jeunes? Pourquoi notre école ne prépare pas les jeunes et que quand ils sortent, il faut encore les remettre dans des programmes de formation et que les entreprises vous disent qu'ils ne sont pas formés? Il faut qu'on s'interroge là-dessus. Et c'est à vous d'apporter les réponses à ces sujets-là. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur... Bonjour, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Alors, je m'appelle Jean-Louis Battista, je viens de Toulon, je suis président de l'association Aérodéveloppement Industrie, c'est une jeune association. On a été créé en 2017, on a créé notre association en 2017. Alors, je fais partie d'un autre ministère, je suis fonctionnaire du ministère des Armées. Je suis ingénieur civil au sein de la maintenance aéronautique militaire, donc sur une base qui s'appelle la base de Cuers-Pierrefitte, qui est à 30 km de Toulon, à l'est. Et dans cette base travaillent 1000 personnes. Donc le ministère des Armées répond donc, au niveau bassin d'emploi, dans le Var d'ailleurs notamment, à une réponse à l'emploi. Alors je voulais juste revenir sur la question et le sujet du débat, une réponse aux crises actuelles. Alors la crise, moi j'ai 49 ans, je l'ai connue, et j'ai toujours entendu parler du mot crise. Depuis les années 70, je suis né en 70, donc je n'ai pas connu autre chose que ce schéma et ce climat de crise. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire quand on vit dans un monde sans crise. Et à travers cela, j'ai vécu dans l'aire toulonnaise, où et dans le Var, qui est très rural, à part Toulon et Draguignan, beaucoup de ruralité, on voit aujourd'hui dans l'actualité, et à travers des difficultés liées à la ruralité. La base de Cuers-Pierrefitte se trouve au sein d'un espace rural et répond à une réponse économique dans l'emploi. J'ai vécu la désindustrialisation des chantiers navals, donc la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône et la Seine, avec beaucoup d'emplois. On parle de réponse économique aujourd'hui et de réponse. Alors, beaucoup de débats ont été faits, très intéressants. On est une jeune association, on prend beaucoup d'infos à travers le mouvement associatif. Ce qu'on a à faire, on a bénéficié du Fonds pour le développement de la vie associative. On est né avec le Fonds de développement associatif, on en est ravis. On a été conseillé par les élus locaux.
Dès qu'on a créé notre association, on était à la rencontre des élus locaux, on a eu des réponses favorables. Nous ne voulons pas nous substituer, je suis fonctionnaire du ministère des Armées, à l'action publique, je la vis et j'y travaille et au cœur de mon métier. Donc on a voulu mettre au service nos compétences à travers l'association dans une démarche à vouloir développer une économie. La base de Pierre-Sperfeu, je finis, pardon, à des terrains militaires qui sont sans emploi pour les armées. Notre démarche depuis un an, c'est de convaincre les élus locaux d'aller dans l'acquisition de ces terrains et développer une activité civile complémentaire à l'activité militaire. Ça a marché. La collectivité locale aujourd'hui s'engage dans une démarche d'acquisition des terrains avec la démarche administrative qui va de soi dans le cadre de la loi. Nous sommes respectueux des institutions et nous ne voulons pas nous substituer à l'action publique. Je pense qu'une association qui veut se substituer à l'action publique et dans l'effet de compensation et finit par réclamer des fonds qui sont dédiés à l'action publique. Ça, c'est mon point de vue et c'est ce que je partage, mais c'est un débat. Aujourd'hui, la réponse à la crise, c'est la réponse au chômage. On a les conséquences, et on a beaucoup parlé dans les débats publics de conséquences. Dans mon domaine de l'aéronautique, quand il y a un problème, on essaie de chercher la cause racine pour éviter que les avions tombent. Et pour que les avions ne tombent pas, il faut travailler sur la cause racine. La cause racine, c'est l'emploi. Je ne me satisfais pas en tant que Varois, habitant de PACA, ayant de la famille de Marseille, d'avoir un taux de chômage qui est supérieur à d'autres régions en France. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas égaliser ou niveler le taux de chômage et puis le baisser. Et là, le territoire et la mauvaise répartition du territoire, une politique qui date de 30 ans, amène des différences et des problématiques sociales qui sont difficiles à régler à court terme. Notre engagement associatif veut répondre et contribuer à cela en proposant nos compétences en domaine associatif et créer le développement économique dans une réponse industrielle, complémentaire des autres activités, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. On va clore après et donner la parole pour les conclusions. J'ai un peu la pression de la dernière intervention. Monsieur le ministre, je me présente, Geoffroy, je suis responsable de l'association Le Rocher OST Cité à Marseille, puisque Le Rocher existe partout en France, enfin dans 9 cités en France, dans 9 quartiers prioritaires de la ville. Voilà, alors ce que je retiens aussi ce soir, et vous l'avez dit aussi, c'est aujourd'hui, je pense qu'il y a une crise en France de confiance. C'est un mot que vous avez utilisé et vous avez employé un autre mot qui est la mixité. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs du monde associatif cherchent vraiment à recréer de la confiance. Et aujourd'hui, en tout cas, ce que moi je peux constater dans ces quartiers, c'est que les gens font plus facilement confiance aux associations, aux autres aides qui peuvent leur être proposées. Et ça questionne quand même quelque chose de notre modèle, que les associations puissent être aidées comme ça. Donc le Rocher est une forme de réponse à la fracture sociale en France entre deux mondes, le monde des cités et le monde hors cité, de bons qu'on fait d'aller habiter en cité et d'aller vivre avec, et c'est à partir du vivre avec que l'on recrée du lien social derrière pour accompagner les gens. Donc c'est une réponse, c'est une réponse qui est apportée, il y en a sans doute d'autres, et qui existent dans le quartier, puisqu'on travaille avec tous les partenaires sociaux. Il y a le centre social qui est intervenu tout à l'heure pour dire voilà, les gens, ils ont besoin d'être écoutés dans les quartiers, ils ont besoin d'être entendus et d'être aimés. Et ça, c'est important. Et je pense que, je le disais, alors c'est en tout petit, mais choisir l'intérêt général, en fait, c'est aussi savoir, ensemble, redéfinir le bien commun. De qu'est-ce qu'on veut donner, comment on veut s'aider les uns avec les autres. Et en faisant ça, et en redonnant la parole aux habitants, qui font au travers des conseils citoyens, c'est comme ça qu'on les remet debout. Parce que ce qu'on voit dans les quartiers, c'est des gens qui sont isolés, seuls, et qui ont besoin d'être entendus et écoutés. Voilà, et que le milieu associatif, c'est une réponse parce que ça recrée ce lien de confiance et ça donne un accompagnement. Et donc je pense que vraiment, si l'État pouvait développer encore plus l'aide auprès des associations, parce qu'il existe cette confiance avec les associations, de plus les valoriser, via tout ce qui a été dit, les emplois aidés, j'ai entendu aussi le bénévolat, tout ça c'est ce qui fait marcher les associations et c'est ce qui permet de les faire grandir. Parce que l'association naît d'une demande du terrain qui est remontée, donc c'est vraiment quelque chose qui va en amont, donc de les écouter, ça permettra d'avoir des éléments de réponse. Et surtout d'écouter les jeunes. C'est vraiment ce qu'on voit notamment dans ces quartiers, c'est que les jeunes ont besoin d'être écoutés, d'être accompagnés. On sent, il y a eu l'intervention de la fédération Plus Avenir, le patronage, il y en a d'autres. C'est que les jeunes ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils sont souvent, ce qu'on voit, en échec scolaire. Et qu'est-ce qu'on leur offre? C'est quoi l'avenir qu'on veut donner aux jeunes? Donc vraiment d'aller les aider là où ils en sont pour les faire grandir et via tout ce qui a été évoqué, ça c'est important. Et donc moi ce que je pourrais demander, pour notre association, ce qu'on voit,
c'est une visibilité sur les quartiers. Donc ça touche un autre ministère, mais vraiment la question de la crise des quartiers. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour avancer avec les associations et tous les ministères. Et également, effectivement, le financement, c'est important parce que ça permet de rassurer les associations pour voir plus loin. Parce que si on passe notre temps à chercher des fonds, et ben en fait, on n'a plus de temps pour aider ceux vers qui on était allé. Merci beaucoup. Messieurs les présidents, monsieur le secrétaire d'État, je vous invite à venir pour les conclusions. Je vous avais posé la question en début de séquence de savoir ce que vous attendiez de cette soirée. Et ben, j'ai envie de vous demander ce que vous avez retenu et si ce que vous avez entendu répond à votre attente. Bon, moi, j'ai d'abord retenu que ça doit être compliqué d'être ministre. Très compliqué. Moi, j'ai pas de proposition à faire et j'ai pas d'attente à exprimer. Je veux simplement dire que ce qui a pu se passer ici, c'est quand même l'expression de la capacité démocratique que peuvent avoir les associations à pouvoir justement exprimer ce qu'elles ont à dire. Parfois longuement, parfois moins longuement. Mais je pense aussi qu'on a encore du chemin à faire pour arriver à avoir des visions partagées. Même si je comprends parfaitement que chacun a ses spécificités. Je pense qu'on est quand même un peu le reflet de la société. Et ça me dérange un peu. Donc j'aurais voulu être optimiste, je suis un peu pessimiste. C'est-à-dire qu'on est tous dans nos secteurs. On a toujours des visions sectorielles. Et j'aimerais bien qu'on ait plus de vision globale parfois et qu'on ait la logique de l'intérêt global et général. Ça n'enlève rien aux états d'âme des uns et des autres. Autre remarque que je peux faire, mais totalement spontanée, je n'ai pas réfléchi. Crise actuelle, oui. Crise économique peut-être, crise politique peut-être. Mais moi, j'ai aussi envie de dire crise sociétale. Dans un monde où aujourd'hui, l'individualisme a pris le pas sur ce qu'on pourrait appeler la démarche beaucoup plus collective, et celle justement du mieux vivre ensemble, du bien vivre ensemble, que ces associations ici et partout révèlent. Et c'est ça un peu qui m'inquiète, l'aspect sociétal, mais je ne vais surtout pas faire de leçons dans ce domaine-là. Et puis pour finir, je m'étais dit tout à l'heure, il y en a un jour qui a chanté Imagine, je ne vous cite pas. Moi j'ai simplement envie de vous dire, dans un autre domaine, imaginons. Imaginons un monde, et là je suis obligé de prendre mon papier pour oublier personne, mais imaginons un monde où il n'y a plus d'associations. Imaginons un monde, alors d'autres ont fait l'exercice avant moi, je le fais de façon différente. Hein. Ils avaient imaginé la grève des associations. Moi je dis simplement, imaginons que demain il n'y ait plus d'associations humanitaires, culturelles, d'insertion sociale, professionnelle, d'associations gestionnaires de crèches, gestionnaires de maisons de retraite, de tourisme social et solidaire, d'associations de protection de la nature et environnementale, on les a entendus, d'associations de formation professionnelle, mais aussi d'associations de jeunes, et j'ai découvert tout à l'heure, mais de sapeurs-pompiers. Voilà, donc vous voyez, voilà, de militaires, ou en tout cas de paramilitaires. Bon, par contre, les associations d'anciens combattants, elles existent, mais là, je serais moins gêné si elles disparaissaient, parce que ça voudrait dire qu'au fil du temps, on n'aurait plus de guerre, voyez-vous. Voilà, ça c'est juste l'humour du moment, et j'en ai plus pour longtemps. Mais il y a aussi des associations de quartier, il y a des associations familiales, on a entendu tout à l'heure Mylène Armando, il y a des associations de protection infantile. Je vais peut-être arrêter là mon énumération, mais tout ça pour dire que toutes ces associations, elles sont quand même d'intérêt général. Et c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle, qu'on ait en tête. Mais moi, ici, je n'ai pas à faire une heure de leçon parce que chacun l'a en tête. Mais c'est des associations qui permettent le fameux lien social qu'on évoque tous. Et puis le vivre ensemble aussi, dont on se réclame tous. Je crois que c'est au sein des associations que ça se fait de la manière la plus naturelle qu'il soit. Et ces associations, c'est aussi des écoles de prise de responsabilité, d'épanouissement individuel. Mais ça ne veut pas dire non plus, et pour tordre le cou quand même à des idées reçues et faciles, ça ne veut pas dire que nous, on est en attente en permanence d'une démarche assistée et d'une démarche de mendicité à caractère financier. Oui, nous avons besoin de financement pour aller au bout de nos actions, certaines plus que d'autres, mais à nous aussi de prendre en charge notre destin et d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle économique qui intègre aussi, mais ça dépend des associations, qui intègre une capacité à avoir aussi nos propres recettes. Voilà, écoutez, donc imaginez la suppression de toutes ces associations, ben, je pense que ce n'est pas imaginable. Et j'en ai fini, je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci. Écoutez, je pense que beaucoup de choses et l'essentiel a été dit. Moi, je voulais surtout attirer l'attention au-delà de toutes les mesures. J'espère qu'il y a un certain nombre de choses très importantes qui ont été dites, beaucoup de mesures ou d'idées qui font écho à beaucoup de débats qu'on a déjà eus au niveau national, ce qui est rassurant d'un point de vue, peut-être inquiétant d'un autre point de vue. C'est peut-être un élément de réflexion que je veux partager ici. Et l'essentiel de notre plaidoyer, d'une certaine manière, c'est de redire ce que la vie associative ou le fait associatif est en tant que tel d'intérêt général, d'une certaine manière, et qu'il nécessite de ce point de vue une attention de l'ensemble des politiques, et qu'une politique publique soit adaptée à ce qu'est le fait associatif, dès lors qu'on le reconnaît d'intérêt général. Ce qui ne signifie pas qu'il n'a pas lui-même des responsabilités, et que dans la contractualisation avec l'État et les collectivités territoriales, il n'y a pas un certain nombre de conditionnements. On a des discussions sur les questions de subventions exigeantes, d'une certaine manière, mais le reconnaître le fait associatif comme étant d'intérêt général, c'est lui donner l'attention qui parfois, malheureusement, est insuffisante. Oui, il y a des politiques sectorielles, ministérielles qui travaillent avec le monde associatif, mais il y a rarement eu une politique de vie associative ou une attention, ou une culture de la vie associative, y compris chez nos dirigeants, dans les administrations, dans la société française de manière générale. C'est un de nos paradoxes. Nous sommes un pays à la vie associative extrêmement riche, mais qui est souvent dans l'angle mort des politiques publiques et de l'attention qui peuvent être portées. Donc je pense que un des éléments essentiels, au-delà de tout ce qui a été dit et des mesures précises qui sont proposées, c'est peut-être aussi de redire là la nécessité de reconnaître la vie associative pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un trésor pour la société française, et donc qui vit d'un certain nombre de politiques qui doivent être adaptées à ce qu'elle est, et non pas, comme c'est le cas le plus souvent, la forcer à s'adapter elle-même aux contraintes qui lui pèsent. Donc j'espère en tout cas que ce débat aura contribué aussi à remettre cette question-là au cœur, parce que en définitive, si on veut que les associations continuent à jouer leur rôle et être en capacité d'initiative et de prise d'initiative, il faut aussi que les cadres soient adaptés à ça. Voilà, donc merci encore, merci beaucoup aux organisateurs, je veux remercier les équipes du mouvement associatif national et les collègues du mouvement associatif PACA pour l'organisation de cet échange. Et merci à tous les participants, et merci à Monsieur le Ministre d'avoir participé également et d'avoir échangé avec nous. Merci, c'est très frustrant parce que je comprends qu'il y a eu beaucoup de demandes d'intervention, mais j'ai un train à 20h. On m'avait dit que je devais partir à 19h30 impérativement. Là, on me dit qu'a priori 19h40 ça peut le faire, donc j'ai très peu de temps pour répondre. Mais oui, je dois être dans le Cher demain aux Aurores, donc c'est un peu compliqué. D'abord, je voulais vous répondre, madame. Moi, je suis le premier à avoir dit en commençant ce débat que justement, j'étais pas là pour une séance de questions-réponses et que plus il pouvait y avoir d'interactions, plus il pouvait y avoir de propositions, mieux c'était. Donc voilà, après, je suis urbain, comme on dit, quand on me pose des questions, j'essaye d'y répondre. En tout cas, je pense que si je ne le faisais pas, il y aurait d'autres interventions pour s'en plaindre. Vous disiez, Monsieur le Président, ça doit être dur d'être ministre en ce moment. Je pense que non, mais c'est pas dur d'être ministre, je pense que c'est dur d'être l'État. C'est dur d'être l'État dans un moment de transformation qui a été abordé par beaucoup d'entre vous. C'est dur d'être l'État dans un moment où il y a des injonctions paradoxales. C'est une très bonne idée, l'indice de satisfaction. Je pense que si on fait un indice de satisfaction où en gros ceux qui sont contents font un pouce levé et ceux qui sont contents font un pouce baissé, je suis pas sûr qu'on avance beaucoup parce que la séquence qui vient de passer montre quand même que globalement il y a beaucoup de gens pas contents et qu'il y en a assez peu qui sont pas contents pour les mêmes raisons et qu'ils n'ont pas forcément les mêmes propositions pour en sortir. Donc voilà, je suis favorable à toutes les innovations qui nous permettraient de mesurer la satisfaction et l'insatisfaction, mais les choses sont pas évidentes. C'est pour ça que c'est dur d'être l'État, c'est dur d'être l'État, pas uniquement l'État. C'est dur aussi d'être les collectivités locales, sans doute. Je regrette un peu que, je ne sais pas s'il y avait des représentants ici ce soir, mais quand on parle d'interaction, d'intelligence collective et de permettre de se répondre les uns les autres, je trouve que ça a un peu manqué ce soir, peut-être que le conseil régional, le conseil départemental ne soient pas présents. Ils étaient invités, je crois, et faire des propositions, parce qu'ils vivent aussi ça directement, ils font des choix politiques aussi en matière de finances. Je pense que c'est important de discuter et de faire des propositions, parce que aussi, de manière positive, ils ont aussi des idées potentiellement à porter. Je suis désolé, je le dis. Voilà. Je ne vais pas avoir le temps du coup. Alors déjà, je vais évacuer deux sujets où c'est pas uniquement que j'ai pas le temps, mais c'est que j'ai pas la réponse. Mais je m'engage à ce qu'on revienne vers vous, notamment la question de l'aviation civile, des horaires
La directrice de cabinet du préfet à côté de moi va prendre vos coordonnées pour voir comment ça peut avancer. Et la question de la voile, là mon cabinet a pris vos coordonnées, donc on va avancer. On n'aura pas le temps de refaire le débat de la formation professionnelle, j'en suis absolument désolé. En tout cas, j'espère avoir fait passer le message que moi je pense qu'à l'issue de ce grand débat national, on peut arriver à peut-être imaginer de nouvelles mesures sur l'emploi associatif. Je ne sais pas si les contrats pro, contrats d'apprentissage, aller au droit commun, c'est une solution pour les associations. Moi j'ai plutôt entendu qu'il y avait un enjeu de taux de subventionnement, et je ne suis pas sûr qu'avec un contrat pro, un contrat d'apprentissage, ça leur coûte moins cher. Voilà. Ah oui, donc on est déjà dans autre chose, on n'est pas dans le droit commun, contrairement à ce que vous disiez. Ah oui, mais c'est pas évident, après il faut aller au bout du raisonnement, parce que ce qui a été dit dans plusieurs interventions, c'est que c'est quand même le niveau de subventionnement qui était un premier frein, et qu'on soit passé de 80 à 50%. Donc là, c'est pas la forme du contrat qui répondra. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est qui on veut aider. Est-ce que c'est l'employé qu'on veut aider à s'insérer, à se former? Est-ce que c'est l'association qu'on veut aider, qu'on veut soutenir? Je pense qu'on peut faire les deux dans beaucoup de cas. Mais je pense qu'on peut imaginer aussi des formes différentes de soutien, et qu'on peut imaginer tout à fait des emplois qui soient accompagnés, peut-être, je l'ai dit, de manière dégressive sur plusieurs années, mais qui à ce moment-là ne soient pas des emplois fléchés particulièrement sur des besoins d'insertion et de formation particuliers, mais peut-être des emplois d'urgence pour des entreprises, pour des associations. L'association, on peut aussi considérer qu'elle a le droit d'avoir des employés, on a d'ailleurs, qui ne sont pas forcément en demande d'insertion. En tout cas, elle a le droit d'avoir des employés soutenus par l'État, autrement que pour des besoins d'insertion. Bon, il y a plein de questions que je ne vais pas avoir le temps d'aborder. Sur le rescrit fiscal, je voulais dire quand même que c'est un sujet qui remonte beaucoup, et on a mis en place un groupe de travail avec le mouvement associatif sur le sujet qu'on va essayer de faire aller à son terme. Je passe les détails, c'est pas tout à fait évident. Vous imaginez bien qu'il y a des enjeux interministériels et que c'est une lutte permanente d'arriver à avancer sur ces sujets-là avec Bercy. Mais j'y crois, moi je suis un naturel optimiste, c'est peut-être parce que je suis jeune et que j'ai l'âge d'être votre fils. En tout cas, je suis optimiste sur ces sujets-là. Bon, c'est très dur soit de se lancer dans les réponses les unes après les autres. Parce qu'il y a plein de sujets. Oui, il faudra revenir pour suivre. En tout cas, moi, je suis dans un dialogue permanent avec le mouvement associatif. On a une grande table ronde maintenant. On réunit tous les 2 mois pour faire le point. Et d'ailleurs, l'économie sociale et solidaire est présente. Sur la politique de la ville, moi, j'ai parfaitement entendu. Et là, pour le coup, il y a eu un débat avec le président de la République. Je crois qu'il y a des choses assez fortes qui ont été dites. Je veux rappeler que récemment, il y a quelques semaines, il y a une aide importante de 15 millions d'euros de subventions qui a été débloquée. C'est Julien de Normandie qui l'a annoncé précisément pour les associations qui œuvrent en politique de la ville. Je pense que c'était important de le dire. Bon, il y a plein d'enjeux sur lesquels je ne vais pas pouvoir répondre immédiatement, mais si je me lance, ceux auxquels je n'ai pas répondu vont se demander pourquoi. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'il n'y a pas eu d'interaction parfaite entre les différents acteurs. Peut-être qu'il y aura d'autres grands débats, associations qui seront organisés sans moi et que du coup ça permettra aux personnes d'échanger entre elles. Mais en tout cas, moi c'était utile. Il y a des propositions intéressantes que j'ai prises en note et objectivement, on n'y avait pas forcément pensé. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut tout à fait regarder sur la question fiscale, la question des subventions. Je pense que c'est important aussi, et j'espère, on n'aura malheureusement pas parlé de toute la feuille de route, et c'est aussi de faire savoir un peu les mesures qu'on met en place. Et c'est vrai que la feuille de route, elle est sans doute pas parfaite et elle est sans doute pas totalement aboutie, et sans doute il y aura d'autres mesures qui vont venir l'enrichir, mais elle a le mérite d'être là, de répondre immédiatement au rapport qui avait été remis. Il y a des mesures intéressantes, et moi ce que je constate dans mes déplacements, c'est qu'il y a encore trop peu d'acteurs qui s'en emparent. Je pense notamment aux nouvelles règles qu'on a mises en place pour le mécénat des PME-TPE. Ça, c'est un vrai sujet. Et pour moi, c'est des vraies perspectives de financement pour les associations dans les territoires. Je ne sais pas s'il faut couper 50% des fondations pour le flécher vers les territoires. Je pense que toutes les associations ne seraient pas d'accord, hein, mais on peut faire un débat. Je pense qu'il y a un débat à faire peut-être entre vous, le mouvement associatif, sur ce sujet-là. Si vous arrivez à avoir une position uniforme, on peut tout à fait regarder. Mais en tout cas, moi, je suis très attaché au fait de diversifier les financements des associations, des petites associations dans les territoires. Et c'est vrai que une grande entreprise, elle a sans doute plus intérêt à soutenir une grosse association nationale qu'une petite association dans un territoire. Pourtant, une PME, une TPE, un artisan, un commerçant, il a un intérêt immédiat, direct et réel à soutenir une petite association de son bassin de vie. Parce que si demain, il met sur son enseigne, sur ses outils de communication, en venant consommer chez moi, vous soutenez le club de foot, vous soutenez l'association de solidarité, vous soutenez France Nature Environnement ou l'association Graines, c'est un argument commercial. Jusqu'à maintenant, elles n'avaient pas d'intérêt fiscal à le faire. Parce que la règle de déduction qui s'appliquait pour elles, c'était la même que pour les grands groupes, c'est-à-dire 5 pour 1000 du chiffre d'affaires.
Quand vous êtes Total, ça fait beaucoup d'argent. Quand vous êtes une PME qui a 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait 500 euros sur l'année, c'est quand même très peu. On a changé ça depuis le 1er janvier 2019. On est passé à un plafond pour les petites et moyennes entreprises à 10 000 euros par an. Donc c'est beaucoup, c'est un potentiel important. Et ce dont je me rends compte dans mes déplacements, c'est que beaucoup d'associations ne sont pas au courant, beaucoup de PME, TPE ne sont pas au courant. C'est un vrai problème. Pourtant, on en parle régulièrement avec le mouvement associatif qui est bien au courant. J'en parle avec les partenaires sociaux, j'ai vu régulièrement le MEDEF, Croissance Plus, la CPME. J'essaie de faire passer les messages, mais là aussi, je pense que les acteurs sur le territoire ont vraiment des choses à faire. Il y a encore trop peu d'associations qui ont développé une plaquette qui leur servirait à aller démarcher les PME, TPE dans leur territoire en leur disant voilà, vous donnez 3 000 euros, vous avez droit à tel logo sur vos outils de communication pour attirer des clients. Vous donnez 5 000 euros, 10 000 euros, vous avez droit à ça, ça, ça. Et moi, je suis sûr qu'il y a des perspectives de financement très importantes à la clé. Parce que, pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, sur le fait de changer de modèle, moi, je pense que de toute façon, le fait de changer de modèle, c'est pas un choix politique. Parce que ça doit être un choix politique, mais je pense que de toute façon, on change de modèle parce que l'individu est en train de faire changer le modèle. Parce qu'aujourd'hui, un consommateur, c'est plus un consommateur comme un autre, c'est un consommateur citoyen qui regarde beaucoup plus les engagements des entreprises avant de consommer, qui regarde beaucoup plus les engagements de la marque. D'ailleurs, on voit bien que dans les spots de communication, les pubs, dans les boîtes insistent beaucoup plus sur leur politique RSE que sur leurs produits. On voit bien qu'il y a une bascule sociétale qui est en train de se faire parce que les individus sont en train de changer et parce que les individus attachent beaucoup plus d'importance à l'engagement et à l'impact des entreprises. Et je pense qu'il faut qu'on surfe là-dessus et que là aussi il y a des choses à développer. Cathy Racoub-Bouzon pourra être un interlocuteur pour vous au niveau local là-dessus, parce qu'elle travaille beaucoup sur les questions de mécénat au Parlement. Mais voilà ce que je voulais dire. En tout cas, j'étais très heureux de ce débat. Je vous remercie à tous d'être venus et puis d'être restés. Et pour tout ce qui a été dit, toutes ces propositions qui vont vraiment être utiles pour nous. Merci.
Sur les convocations, disons. Bonsoir, Guillaume. Ça va? Il y a moi qui a lancé une compagnie. Ah, ben oui. Ok. Ça va mieux là parce que c'est fait depuis 15 jours là, un local. Bon. Il y a un apéro qui est proposé là, juste pour nous, hein, mais venez vous. Venez. Ici, je vous invite au bar. Est-ce qu'on peut passer par là pour aller au bar? Elle est repartie là? J'ai donné la contribution de là. Oui, très bien. Ah, vous voulez voir? On le fait maintenant alors. Maintenant? Je préfère. Non, attends, Michael, le bar il est juste à gauche là. Ou alors tu suis.